Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans 20 minutes Arena. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. On est ensemble pendant une heure, pendant laquelle on va apporter notre regard acéré, mordant sur l'actualité sportive du moment. Pour m'accompagner, comme d'habitude, les excellents journalistes du service des sports de 20 minutes. Vous les aimez à l'écrit, ils sont encore meilleurs à l'écran. J'espère juste qu'ils ont gardé un petit peu de voix pour moi, parce qu'il paraît que hier soir, ils se sont donnés sur le karaoké de la petite fête d'entreprise. On va voir comment ils vont pour commencer. William, le plus sage d'entre nous, il a su partir au bon moment. Non, ça va, j'ai pas trop chanté hier, mais oui, ça va. De retour de vacances. De retour de vacances. Je veux pas dire que je suis ravi de vous retrouver, parce que j'étais quand même mieux à rien foutre. Mais je suis quand même un peu content de vous retrouver quand même. Et nous, en tout cas, on est heureux que tu sois là avec nous. Et c'est super gentil. Bien. Antoine, très comment content. ça va Magnifique, écoute. Spécialiste Louise Attaque, les démons de minuit. Ouais, exactement. J'ai accepté par erreur ton invitation hier. Et du coup, tu te retrouves sur ce plateau. Je suis là, voilà. Et Julien? Julien, il a pris le relais au karaoké, quoi. Donc il a la voix un peu éraillée, mais... Sur du Johnny, du classique. C'est l'envie d'avoir envie, genre, les basiques. Même si on va refuser un Michel Sardou en fin de soirée, je l'ai un peu là. Mais voilà, on est présent. Et ma petite respiration de la semaine, ravi de vous retrouver, messieurs. Et tout le monde a l'air en forme quand même, et ça tombe bien. On est parti, première séquence de cette émission. Et vous le savez, on commence toujours par un petit quiz pour se mettre en jambes. C'est un quiz à buzzer? C'est un quiz à buzzer, tout à fait, vous l'avez là. Le mondial de volley se poursuit cette semaine sans l'équipe de France, lamentablement éliminée en phase de poule. On en attendait mieux, évidemment, de nos champions olympiques en titre. On peut dire que c'est un immense échec. On peut. Et nous allons donc jouer avec les gros fiascos français de l'histoire. Ça me plaît. Alors attention, petite précision, il se pourrait qu'on sorte un peu du domaine du sport de temps en temps. Donc je vous attends sur ce quiz. C'est toujours mieux que de parler de volley. Le premier qui a la réponse buzz, s'il a faux, il a plus le droit de rejouer. On est d'accord? On est parti? Allez, go. On parle tout d'abord d'une compétition où l'équipe de France se présente invaincue en match de qualif. Elle est portée par l'un des meilleurs joueurs de sa génération, elle est coachée par une vraie légende. Mais une fois le tournoi lancé, rien ne se passe comme prévu. Les Bleus sont éliminés piteusement en poule après une ultime défaite contre le futur vainqueur. Voilà. Sacrée histoire d'ailleurs que celle de cette sélection qui l'a emporté au final. France 92 en foot. L'Euro 92, l'équipe de France qui est éliminée en poule en Suède. On n'était pas nés. Et donc on parlait C'est un peu le problème. C'était le Danemark qui a gagné cette compétition alors qu'elle ne devait pas participer. Coach Michel Platini. Évidemment, la génération JPP Canto qui n'a jamais rien fait finalement au niveau international. Un point pour Julien. Deuxième question. Plus qu'un fiasco, on cherche maintenant une véritable humiliation. À vrai dire, tout le monde l'avait un peu vu venir, mais quand même, l'ampleur du score a choqué jusqu'aux plus pessimistes. Cette défaite, elle sonnait le glas du mandat de 4 ans du sélectionneur en place. C'est William. 2008, Pays-Bas? Non. Pas du tout. Tu voulais dire, Julien? France-Nouvelle-Zélande, rugby 2015. Eh oui, alors, il est fort. C'est vrai que Domenech reste plus longtemps que 4 ans. Et sur les quiz, en fait, j'aime bien le côté, mais on sait tous que je le gagne. Bon, c'est sympa. Le très oubliable Philippe Saint-André, voilà, on va derrière moi. C'était un beau souvenir. Manonou. Manonou qui joue toujours. Et Morgane Parra qui ne joue plus. Morgane Parra qui ne joue plus beaucoup. Et je courais ce match pour 20 minutes, un beau moment de sport. Donc le score, Julien? 67-15, un truc comme ça. 62-13. C'est pas loin. Ouais, quand même. 2 points, Julien. On passe à la troisième. Alors attention, on change un peu de domaine. C'était il y a 40 ans, et cela reste, n'ayons pas peur des mots, l'un des plus gros scandales d'État de la Ve République. C'est une histoire d'intimidation qui s'est finalement transformée en catastrophe ayant coûté la vie à une personne. Le Rainbow Warrior. Oh là 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 là. Terrible. Ah, mais... C'est une humiliation. Ah, mais après, Là aussi, tu vas pouvoir rajouter au quiz. Le problème de faire des quiz sur des quiz de la deuxième Où on la n'était troisième pas nés. République. On n'était pas nés tous les deux. Ne faites pas comme si vous étiez nés en 2002, les gars. Rainbow Warrior, donc, c'est donc un fiasco des services secrets français. Voilà. La mort d'un photographe portugais. Exactement, ça en fait c'était un bateau de Greenpeace. Toujours. On va vous raconter l'histoire, qu'on vous si a vous fait, la connaissez pas.
Le Rainbow Warrior, quand même, ça vous parle? Oui, non mais oui, ok, évidemment. Eddie Plenel, tout ça. Non, déjà, on a dû calculer 2025 moins 40. Oui, moi j'étais là en 85, j'étais autour de 85, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, donc on je n'est sais. pas aidé. C'est pour ça que je suis Red Chef et que vous êtes que journaliste. Fiasco. bout, là. Là, vous allez pouvoir répondre chacun à votre tour et ce sera à un plus près. Ah, vas-y. Parce que Fiasco toujours, à combien d'exemplaires s'est écoulé Sa façon d'être à moi, le 9e livre de Marlène Schiappa, publié alors qu'elle était encore au gouvernement? Vas-y, William. Vas-y William, commence. Allez, 18. 963. 963. Ouais, je pense qu'elle a passé les 1000. Bah c'est William en fait le plus près. 245 sur, sur les échos. Ah la vache, t'enlèves sa Tout à famille, fait. c'est vrai que ça fait plaisir. Regardez Marlène, elle fait un peu le Sachant qu'on en a dû en acheter au moins une On a centaine. décidé d'aller chez Hanouna. Quel dommage que ce livre contant l'histoire d'Elsa Colombani, mi-héroïne des temps modernes, mi-cas social, qui vit à Paris entre sa fille Nina, adolescente engagée, et sa mère, à moitié folle, qui passe ses journées à jouer en boucle le même air de piano, qui se retrouve catapultée directrice des affaires publiques de Beautiful, une société de cosmétiques bio. C'est vrai que ça a l'air intéressant. Ouais, Alors qu'elle n'y connaît rien, saura-t-elle surnager dans ce milieu de requins, composé avec ses idéaux Une vraie belle éco-responsables, autobiographie. en contradiction avec son nouveau poste, et gérer son coup de foot pour un journaliste du Figaro? Ah là là, c'est Arthur affreux. de la Vallière, C'est affreux, Nicolas. que ce que tu me déteste racontes. son meilleur ami. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà pour le pitch de ce livre. On a la fin là déjà. Voilà, j'avais le fond Marianne aussi comme Fiasco, mais il fallait Ouais. faire un choix. Donc, Ah, je l'aurais eu celui-là. voilà. Nous avons donc un point pour Bravo, William. deux Bravo, points William. pour Bravo. Julien. On enchaîne. On part à présent pour le 7e art. Et ce film très attendu, très demandé par le grand public, mais qui aurait dû en rester à l'état de fantasme. Sorti plus de 20 ans après deux premiers opus qui, eux, étaient très drôles et ont marqué une génération, la petite troupe de comédiens... Antoine, Les bronzés 3. Ouais. c'est quoi le titre Amis pour la vie. Ouais, oui. Bravo. Voilà, Effectivement. enfin, comédie très oubliable où Oh mon dieu. ils sont tous des caricatures d'eux-mêmes, Jean-Claude Duss avec des cheveux. C'est dommage parce que c'est vrai qu'on a quand même une tendresse encore pour les deux premiers épisodes. Surtout le deuxième. Surtout le deuxième. En fait, il a très bien marché au cinéma parce que tout le monde avait très envie d'aller le voir, mais genre les notes sur Allociné c'est 1,2 sur 5 et enfin bon bref, la critique. Triste. Ils ont eu ce qu'ils méritaient pour le coup. Voilà. C'est Michael Jordan de retour au Allez, l'avant-dernière. registre 9. 2-1-1. Avant-dernière question. En 3, s'il te plaît. Place maintenant un fiasco aux lourdes conséquences pour notre pays, qui allait devoir faire face à un choc immense. Choc qui s'est reproduit par la suite, mais suscitant malheureusement de moins en moins d'émotions et de réactions. Le passage de Jean-Marie Le Pen au second tour des présidentielles. Oui, c'est ça, je l'accorde. En fait, Oui, le oui. fiasco en lui-même, c'est Lionel Oui. Jospin. Oui, 2000, c'était ça. ok, ok, la c'est la validé, réponse c'est attendue, validé. mais c'est validé. C'est validé. Ça va. Oh, la- Regardez mon Lionel. La plus grande injustice politique de notre temps, n'ayons Après pas peur des 5 mots. ans C'est vrai. à gouverner, à remettre le pays à l'endroit. Voilà. Mon père en a pleuré. C'est un de mes premiers souvenirs politiques. Ah, le mien a voté Besancenot, autant dire que c'est plutôt moi qui ai pleuré. En appliquant une politique qui aujourd'hui vaudrait d'être taxée de communiste. Ouais, mais bon, oui, 16 candidats, les voix se sont légèrement diluées à gauche. Merci, 2-2, allez, une dernière pour vous départager, Allez, sauf si c'est William. Non, je suis à 3. Alors, encore une fois, je suis à 3. Je vais mettre Ah non, des points, 3. mais voilà. 3-2-1, pardon. Ah oui. Ouais, on va finir Allez, un peu ce- un petit dernier pour la route. Dans un tout autre domaine, on parle d'un projet développé en partenariat avec les Anglais, mais dont on s'est attribué quand même très vite la paternité, bien sûr. Le Concorde. Bah ouais, Voilà. Oh là là, il est Non, mais fort. j'ai dit, en fait, je vous ai laissé un peu remonter, tu vois, puis bon, à un moment donné, il faut arrêter tout. le fiasco, j'ai quand même. C'est censé être le fleuron de notre industrie nationale. C'est un Le marché fleuron quelques années. français et de pas n'importe quelle France, c'est le général de Gaulle, bien sûr. qui a Exactement, lancé ce tout à projet. fait. Ah, ça a marché quand même au début. Ça a marché, Ça a marché. Bon, il y a eu ça un marque crash. reconnaissable. Il y Oui, a eu donc c'est un bon, on crash peut pas lui malheureux. accorder un point. Non, mais par contre, en fait, il a coûté un fric fou. Il a jamais rien rapporté. C'est un peu Oui, le et puis problème, c'est surtout, qu'ils l'ont. En fait, ils l'ont sorti. C'était juste avant le premier choc pétrolier. Du coup, ça coûtait beaucoup. Le nez. Oui, et puis surtout, ça se termine pas très bien, quoi, comme histoire. Ouais, Et enfin, oui. si t'arrêtais de faire des avions dès qu'il y en a qui se crashent, tu vois. Au fond, Oui, c'est vrai, tellement c'est vrai le que crash. Boeing, C'est pas tellement le Boeing crash. continue. Hein. Bah très bien, bah victoire du grand chef. As usual, Julien, j'ai envie vous de vous avez dire. été bon, mais vous avez été bon. Mais vous avez un peu mieux rivalisé, je suis fier de vous. On va passer maintenant à la deuxième actu du jour, qui est le Ballon d'Or. Évidemment, c'est Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Bah c'est un petit
petit événement pour le foot français parce que c'est pas tout le temps qu'on a le Ballon d'Or décerné lundi au Théâtre du Châtelet. C'est le 6e joueur français couronné et cela valait bien une petite chronique cocorico. Tout à fait. Antoine, viens te mettre en place, c'est toi qui vas nous la présenter. Je te mets ton petit. Merci beaucoup, maître. Alors, Je me dis, il avait pas sa perruque, ça me paraissait je me disais, ça vous avait manqué depuis le temps. Il avait pas sa perruque. Là, voilà. Là, s'il se déguise pas, il meurt. Je cherchais désespérément une occasion de la remettre. Ça y Et est, voilà. tu l'as. C'est Ousmane Ballon d'Or. Ousmane Ballon d'Or. Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Si on nous l'avait dit ça il y a 1 an ou 2, c'est incroyable quoi. Mais n'ayons pas peur des mots. Une juste récompense pour notre football. Le football français, évidemment. Regardez ces images derrière moi qui vont apparaître. Là, Copa, Papin, Platini, 4 ballons d'or, 4 ballons d'or, dont 2 pour Platini sur cette... Non, 3 pour Platini. 3 pour Platini, donc ça fait 5, excusez-moi, je fais journalisme, pas maths. Ensuite, on a qui d'autre? Zim Zidane, un ballon d'or, 1998, les 2 coups de boule. Et qui aurait dû en avoir 2. Voilà. 2 voire 3. Ensuite, le Charbon, le Noébé, 2022, magnifique ballon d'or du peuple. Et donc Ousmane Dembélé, sans oublier bien sûr le ballon d'or pour Franck Ribéry en 2013 et 2018 pour Antoine Griezmann. Vraiment incroyable. On y est là, franchement on y est. Alors, je peux me permettre de couper la parole. Enfin, c'est marrant d'ailleurs que tu parles de Ribéry 2013, sachant que Dembélé lui-même avait validé le ballon d'or à Cristiano Ronaldo dans son fameux tweet. Ok, allez, complètement ton élan. j'ai pas la ref. Je coupe complètement ton élan, mais si le fameux tweet. Donc avec 8 ballons d'or remportés, parce que je compte pas évidemment les 2 derniers pour ceux qui n'avaient pas la vanne, 8 ballons d'or remportés par 6 joueurs différents, on est quand même un pays qui n'a pas d'équivalent sur cette planète. Hein. N'allez pas me dire Messi avec ses 6 ballons d'or à lui tout seul, 8 ballons d'or à lui tout seul. On vient d'en enlever 2 du coup. Voilà. Messi, hein, nous la France c'est l'excellence, le mélange des saveurs, le Bocuse à la sauce football quoi, du génie de Zidane, les buts et le charbon de Benzema, des papinades, des platinades, bref, c'est la France. Ce sacre d'Ousmane Dembélé, en étant un peu plus sérieux, c'est aussi la victoire de la formation à la française, évidemment, d'Évreux au Stade Rennais pour Dembélé, de Bron à l'Olympique Lyonnais pour Benzema, par exemple. On a pu voir hier la joie des gamins à Évreux en apprenant que le gars du quartier a reçu la plus grande distinction du football mondial. C'est quelque chose quand même d'un petit peu savoureux. Et c'est aussi ça le rayonnement à la française, messieurs. Ce n'est pas que de faire le fanfaron à l'ONU après des mois à ne pas bouger le petit doigt ou être le roi des platines en boîte de nuit. C'est des Dembélé, des Mbappé, des Cherki, des Koundé, des Konaté qu'on arrive à mettre dans les meilleures équipes du monde. Alors, oui, on nous dira « Oh, vous pourrez gagner un peu plus à la Ligue des Champions ». On l'a fait, mais des Coupes du Monde, des Euros, mais bon. Quel pays peut se vanter d'avoir de tels ambassadeurs implantés un peu partout dans le monde, notamment en Europe, parce qu'au moins Gignac au Mexique, on s'en fiche un peu. Les supporters nantais me pardonneront de revisiter leur mot d'ordre, mais on est la France, putain. Bravo, merci bien. Merci. Merci. Une chronique qui dénonce. Tout à fait, Aussi, oui. hein, j'ai cru entendre. Engagé. Écoutez, il faut savoir prendre position. Et, petit mot, messieurs, sur Tu peux prétendre faire du rap le sans côté prendre. formation à la fin. Enfin, le foot français récompensé aussi, C'est avec la beaucoup de variété. Parce que 6 ballons d'or finalement dans l'histoire, c'est quand même pas mal. Même si, oui, c'était à partir de 95 qu'il s'est ouvert au monde. Et on en a gagné quelques-uns On avant. n'a pas gagné beaucoup avant non plus. Enfin, Platoche, Copa, quoi. Pas non, effectivement, une belle récompense pour Ousmane. Je pense pas que ce soit un ballon d'or dont on se souviendra pendant 35 ans non plus, parce que c'est plus le ballon d'or d'une saison d'un club que le ballon d'or d'un joueur. Mais ça fait 2 ans que le ballon d'or met en valeur un projet plutôt qu'un joueur, et au final, peut-être qu'on revient un peu à l'essence de ce prix-là. Après, à la différence de Rodri, Dembélé, il a quand même des moments forts dans cette saison. Il a notamment quand même 3-4 mois où il surnage. Le but le plus symbolique justement de cette campagne, c'est lui qui va le chercher. Et pourtant, il est pourri. C'est celui à Liverpool qui permet d'égaliser sur le match aller-retour et d'aller chercher la séance de tir au but qu'on connaît. Arsenal aussi. Arsenal. Après, c'est vrai qu'il y a eu un collectif, il y a eu des moments forts. Mais Arsenal, en vrai, par exemple, c'était de la période de Fabian Ruiz. Tu vois, il y a eu des moments dans cette équipe. Et effectivement, c'est pas plus mal qu'on récompense des joueurs de collectif. Ça change un petit peu, surtout que pendant une grosse décennie, on a quand même bouffé du Messi CR7. Ouais. On change un peu de registre. C'est peut-être pas le meilleur joueur du monde, mais
techniquement, c'est pas le meilleur joueur, quoi. Ouais, mais après, Yamal, mais la récompense est juste. Ouais, ça va, Yamal, il va avoir le temps d'être le meilleur Oui, joueur. totalement. Mais oui, il a le temps d'en gagner, ça. Ça va. Merci, messieurs, on va passer à la suite parce qu'on a encore un petit peu des choses à voir avant la fin de cette première partie. Et la suite, c'est la nouvelle production, nouvel épisode 20 minutes production. Un petit sketch, vous avez tous suivi la polémique arbitrale de la 4e journée de Ligue 1. Le Rennais Rouault qui tacle le Lyonnais Meara, pas de carton. Et puis le lendemain, la FFF qui diffuse cette vidéo tranquillement dans laquelle on entend Stéphanie Frappard dire « Pop, 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 pas de soucis, c'est haut, mais ça reste pas, il n'y a pas de soucis. » Bon, ça nous a donné envie, en tout cas nous, de redorer un peu le blason des assistants vidéo. On va dire métier. On a donc décidé de suivre notre plus grand spécialiste, on peut dire, du foot français de la VAR. Il s'appelle Francis Bigleux. C'est notre spécialiste et il nous a expliqué un petit peu son travail. On regarde. Francis Bigleux est ce que l'on pourrait appeler l'arme fatale de l'arbitrage français. Avec ses yeux de lynx et son intégrité sans faille, il dissèque la moindre action litigieuse pendant les matchs pour venir en aide à ses collègues sur le terrain. Francis observe, analyse et tranche, avec toujours le devoir chevillé au corps. Oui, non, bah écoutez, c'est sûr que je crois qu'on occupe un rôle absolument fondamental dans le foot moderne. Hein. Sans nous, on peut rien faire. Et vous savez ce qui prime pour un arbitre aujourd'hui qui fait bien son métier, avant tout, c'est l'intégrité physique des joueurs. Là-dessus, c'est tolérance zéro. On sera absolument intransigeant. Ouais, écoutez, bon, on a beaucoup parlé là ces derniers jours de cette action à Rennes, cette expulsion soi-disant à côté de laquelle serait passée ma collègue Steph. Pour moi, c'est bon. Bon. Ça va pas. Ouais, mais vous avez où? C'est haut, mais après, ça reste pas, ça glisse. Bon, écoutez, moi là, je m'inscris en faux. Hein. Moi, j'ai bien regardé. Pour moi, elle a raison de A à Z. Pour l'aider à analyser ce fait de jeu, nous avons transmis à Francis les images de la radio passée par l'attaquant de l'OL après la rencontre. Attendez, je mets mes lunettes de soleil. Je suis nyctalope, je vois mieux la nuit. Alors attendez, faites voir. Ouais. Ouais, on aurait peut-être pu mettre un jaune, vous me direz. Encore que, je suis pas convaincu sur l'image. Est-ce que c'est vraiment cassé? Pour moi, tu mets un point de colle et ça repart. Attends, je regarde bien. Ah ouais. Tu vois Thierry, c'est là où ça sert l'expérience. Parce que tu vois ce petit point là, là clairement c'est une faiblesse osseuse. Pas du tout. Moi je serais les Lyonnais là, je ferais un petit examen parce que à mon avis le môme il est carencé là. Ah ouais quand même. Ouais, jaune orangé, je réfléchis un peu. C'est vrai que là, bon, l'intégrité physique, un petit peu mise à mal, hein, clairement sur le long terme. Allez, un rouge, mais vraiment si on est sévère quoi. Francis est considéré comme le meilleur assistant vidéo de Ligue 1, à tel point que nos voisins européens font parfois appel à lui pour les matchs au sommet de leur championnat. Écoutez, mais moi j'ai. Ouais, Fernando, ouais, c'est bon, j'ai l'action, laisse-moi une minute, je regarde. Ouais, bon. Pour moi, il jauge bien, rien à dire, il jauge bien la. Je sais pas ce que t'en penses, mon Thierry, là, mais la distance avec l'attaquant, nickel, il va pas pour faire mal. Pour moi, c'est faute intelligente, hein. Bon, il cherche à couper un contre, rien de bien méchant. Et puis bon, c'est le Real Madrid. Vamos, Fernando, c'est bon pour moi. Mais ce n'est pas tout. Le reste de la semaine, Francis met son expertise au service des jeunes arbitres en formation. Ouais, bon, c'est la transmission, c'est un peu mon dada, moi. Faut être sûr de donner les armes aux petits jeunes qui arrivent pour qu'ils fassent aussi bien que nous, quoi. D'ailleurs, je vais vous montrer le petit tips. Ça marche à tous les coups. C'est ce que je fais en premier dans mes masterclass aux apprentis arbitres. C'est simple. Je prends l'exemple Zidane 98. Alors, pour ceux qui connaissent, expulsion contre l'Arabie Saoudite. Et ça, typiquement, genre d'exemple où à l'époque c'est carte rouge parce que l'arbitre là il se laisse piéger. Et l'image elle te fait croire qu'il lui fait mal et qu'il y va pour faire mal. Alors que finalement, tu la vois cette semelle, bon, elle est en haut, mais ça reste pas, ça glisse. Pour moi, avec la VAR, ça c'est jaune à tous les coups. Tu vois, à l'époque, on leur a petit coup de bigot, on lui dit, détends-toi, c'est carton jaune, tu me laisses Zizou sur le terrain. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais, bon, c'est sûr que savoir lire une action, deviner ce que le joueur va faire, c'est presque un art, hein, j'ai envie de dire. Moi, à mon humble niveau, c'est vrai que j'essaie de l'enseigner aux apprentis arbitres, mais je vois qu'il y en a, ils sont pas faits pour ça. Ça, tu vois, je peux dire que ça sent au nez tout de suite. Hein. La justesse d'analyse, l'interprétation sur le moment, c'est presque inné. Voilà. Bon, moi, j'ai eu la chance de naître avec ce don. Une sorte de cadeau de la vie dont il veut faire profiter la société dans son ensemble. Car Francis déteste l'injustice et il se sentirait coupable, dit-il, s'il se cantonnait uniquement au football.
C'est pour cela qu'il effectue également quelques piges à l'extérieur. Bon, bah là, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Là, on a une foule hyper agressive qui est prête à charger. Côté SRS, pour moi, on a clairement une volonté d'apaiser les choses. Qu'est-ce que c'est ça? Petit Jerica, il a l'air de faire chaud. T'en penses quoi, mon Thierry? C'est un petit coup de brumisateur, ça, non? Attends, Francis, c'est du gaz lacrymo. Hein. C'est du gaz lacrymo. Ouais. Hein, quoi? Du gaz lacrymo? Non, c'est pas du lacrymo, c'est pas le genre de la maison. Non, puis là, ils sont pas à distance réglementaire, c'est beaucoup trop loin pour du lacrymo. Allô, APP? Ouais, non, mais pour moi, on est là dans une intervention tout à fait appropriée, hein, dans un cadre parfaitement légal. Rien à signaler. Mais son moment de gloire, Francis l'a connu il y a quelques années, avec l'appel du FBI, convaincu qu'il pourrait élucider l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. L'enjeu était immense, apporter une réponse claire et définitive au sujet d'une affaire qui divise les Américains depuis plus de 60 ans. Yes! Hello John, how are you? Oh, fine, thank you. Ouais, oh, bah, j'ai bien vu là, ta vente, là, ton histoire de président, je connaissais pas. Bon, écoute, pour moi, c'est assez clair, hein, y a 3 angles de tir différents en moins de 4 secondes, c'est un tireur seul, y a pas de doute, hein, pour partir là-dessus. Oh, de rien mon John, you're welcome. Ah, et puis, ouais, bon, si t'as besoin pour arrêter le tireur du Zodiac, hein, hésite pas, je suis là. Oh, les retours caméra. On remercie Simon pour le tournage et le montage de cette petite vidéo. Allez, enchaînons avec l'ultime séquence de cette première partie, la Ryder Cup, la compétition mythique de golf qui oppose tous les 2 ans les États-Unis et l'Europe, revient le week-end prochain. Elle a lieu à New York, aux États-Unis cette fois-ci. Et avant de prendre l'avion pour les States, entre 2 parties à Saint-Quentin, on a notre collègue Julien qui nous fait l'honneur de venir nous parler de sa passion dévorante pour la petite balle blanche, en toute humilité certainement. Julien, c'est à toi, juste après le jingle. Hop. Elle est pas belle cette musique? Les petits frissons là, vous les avez pas? 2 jours messieurs avant l'ouverture, le petit numéro 1. Je me suis jamais senti aussi européen. Je vais quand même sortir ma chronique, des fois que je m'en rappelle pas, comme dirait l'autre. Ah là là, j'ai préparé mon petit attirail de Ryder Cup, comme tous les 2 ans. Alors qu'est-ce que j'ai évidemment? Bon, la tenue, hein, vous l'avez. Mais j'ai pas que ça, voilà. Alors regardez, j'ai ma petite photo de notre souveraine, Ursula von der Leyen. Quelle belle femme, oh là là, elle m'accompagne partout, hein. C'est mon petit porte-bonheur. J'ai également, alors, ma Bible personnelle, je vous la montre rapidement, c'est un exemplaire du pacte de stabilité. Voilà. 483 pages. Exactement, ça je l'avais partout avec moi, hyper utile, surtout en ce moment. Et c'est pas tout. Et alors ça, c'est un petit bonbon, je peux vous dire qu'il y a des jaloux. Alors là, vous allez me dire, c'est pas vrai, comment qu'il a eu ça? Une carte postale de Maastricht, dédicacée par Jacques Delors lui-même. Jacques Delors, le papa de Martine Aubry. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Alors j'ai également mon petit putter qui a appartenu à Jean Van de Velde lui-même. Je fais un petit plaisir à la dernière Brocante de Saint-Quentin. Et alors, là, la pépite de ma collection, une balle. Alors une balle de golf, non. La balle de golf, ça c'est la dernière balle tapée par Tiger Woods pour sa dernière Ryder Cup à Paris. Je l'ai volée à un petit môme déguisé en tigre, il s'est mis à chialer, une leçon de vie. Oh là, je peux vous dire que j'étais pas peu fier de moi. Voilà, bon bah je prends tout ça, je mets ça dans ma valise Vuitton. Là parce que après l'émission je file, on s'est réservé un jet avec mes copains des Gros Bonnets. C'est les poteaux de l'association des chirurgiens esthétiques des Hauts-de-Seine. Voilà, on a partagé les frais. Ce soir JFK, petite New Hilton et demain on est sur la première partie d'entraînement. Attends, vous avez loué un jet? Vraiment? Mais ça coûte combien ça? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de parler d'argent? C'est vulgaire, c'est un truc de pauvre. 30 000 $. 30 000 $. Alors, ça paraît un peu cher, mais sachez que j'avais vraiment besoin d'un bol d'air. J'avais besoin d'entendre un drive soyeux de Rory McIlroy, une approche en dentelle de Jon Rahm. La vie, elle n'est pas facile pour les gens comme moi en ce moment. Avec cette taxe Zuckman, je ne dors plus. Voilà. Ça fait des nuits, j'en fais des cauchemars là. Encore cette nuit, qu'est-ce que je rêve? Je vois le cornu qui tombe sur mon compte offshore aux Bahamas et qui m'oblige à mettre mes gosses dans le public. Affreux. Et c'est comme ça tous les jours. Moi, vraiment, j'avais besoin de me détendre. Je vous cache pas qu'au cabinet, il a fallu un petit peu accélérer le mouvement. 1 par 5 le matin, 1 par 4 l'après-midi. 18 prothèses mammaires par jour, l'équivalent d'un parcours. Laissez-moi vous dire qu'on a débité, cette dernière semaine.
Mais alors, ne pensez pas que j'ai toujours été riche comme ça. Est-ce que vous voulez savoir comment je me suis vu payer mon premier voyage en Ryder Cup? Oui, on veut savoir. Et bah alors, figurez-vous, vous allez... j'ai demandé une subvention, pardi. Ah, c'est pas ta dernière œuvre derrière, d'ailleurs? C'est quoi? Pardon, excuse-moi. Ah bah oui, voilà, bon, ça c'est vrai que je peux vous dire que ça paye les Denis Hulton. Bon, bref. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, j'ai pas toujours été riche, donc je fais une petite demande de subvention à la Commission européenne. Voilà, je vais créer un club de supporters à la Ryder Cup, pourquoi pas. Et là, 120 000 boules qui tombent, directement enlevé du budget de la PAC. Un agriculteur français qui s'est suicidé en Mayenne. Voilà, quand ça sourit, hein, j'ai envie de vous dire. Ah, évidemment, à ce prix-là, j'ai pris un caddie. Je suis allé fouiller dans les petits assistants parlementaires de l'UE qui en glandent pas une. J'en ai pris un, là, bon mec, il s'appelait Jordan, il connaissait rien en golf. Tu me diras, il connaît rien non plus en politique. Donc finalement, c'était relativement prémonitoire. Bon, et est-ce que l'Europe a une chance de gagner quand même ce week-end? J'ai envie d'y croire évidemment, mais il faut quand même savoir un truc, c'est qu'on n'a pas attendu Donald Trump pour être en territoire hostile. Hein. Ça fait 13 ans qu'on n'a pas tapé les Yankees chez eux. Hein. C'est un peu comme quand Patrick Martin, notre grand Raïs du Medef, va à la fête de l'UMA, il gagne jamais un débat. Voilà, moi c'était la dernière fois, c'était Medina 2012. Ouais, je me rappelle hein, comme si c'était hier. Hein. Je crois même que j'ai encore le polo rose de Sergio Garcia par passé dans ma villa à Deauville. Ou à Saint-Trope, peu importe. Je vous raconte, c'était incroyable, c'était le week-end de mon mariage. Et là, le samedi soir, j'avais loué Chenonceau comme tout le monde. Le samedi soir, je me barre, je vais toute la remontada. Et là, ma femme qui divorce le lendemain. Bon, elle croyait qu'elle passait en Yann Poulter. Autant vous dire que c'était pas le cas. Et sur non. ce, je vous laisse. J'ai mon jet qui m'attend. Ciao, ciao tout le monde. Allez, merci Julien, bon vol. Et nous, on se retrouve tout de suite après la petite pause. À tout de suite. De retour sur le plateau de 20 minutes Arena où, comme vous pouvez le voir, on s'est mis en place pour le grand procès de la semaine. Le mondial de cyclisme a lieu tout au long de cette semaine jusqu'à dimanche et la course en ligne. Messieurs, l'équipe de France ne dispose pas vraiment d'un grand favori, mais quand même d'un collectif qu'on qualifiera de solide. Un collectif dans lequel le sélectionneur Thomas Voeckler a pris le petit Paul Seychas, 18 ans, étiqueté futur grand du cyclisme français. Certains le voient même comme un futur vainqueur du Tour de France. Notre cours se devait donc de se pencher sur son cas avec cette question. En fait-on déjà trop avec Paul Seychas? Deux ténors du barreau ont été réquisitionnés pour plaider dans cette affaire. Nous commençons, comme le veut la coutume, par le réquisitoire de l'avocat général. C'est Maître Pereira, c'est à vous, vous pouvez prendre place. Maître Huot, ce sera à vous juste après. Ne soyez pas trop pressé. Il ne connaît pas trop les règles. C'est votre première dans un tribunal, Oui. c'est ça? Oui, ça arrive même au meilleur. Hop, là, je vous laisse la place. Ça commence bien. Je suis contre un rookie, ça va être une évidence. Votre honneur, messieurs les jurés, ennemis de la hype et amis du bon sens, tout simplement, nous en voilà encore à devoir éteindre des incendies d'optimisme dans le sport français en 2025. Je pensais qu'on en avait fini. Quelle arrogance, quelle prétention, alors que la dernière victoire d'un Français sur le Tour de France vient de fêter ses 40 ans, c'est-à-dire plus que moi-même. Le blaireau, ce n'est pas Bernard Hinault, mais plutôt vous tous, qui lui voyez des héritiers, au premier bon coureur venu. Paul Seychas, en l'occurrence, oui, parce qu'il faut dire Seychas, pas Sexas pour les puristes lusophones, est sans nul doute un excellent coureur, prometteur de surcroît. Il a remporté le Tour de l'Avenir, oui, mais comme Romain Sicard, Warren Barguil, David Gaudu. On connaît la suite, savoir qu'elle n'est pas hyper reluisante. Et puis il faut voir comment Polo gagne ce Tour de l'Avenir, les amis. En gestion, à la pédale, sur ses qualités de rouleur, pendant que son dauphin Jarno Widar... vous avez un problème ? Pendant que son dauphin Jarno Widar a gagné à la pédale. Donc autant dire que si c'est pour se hyper sur Miguel Indurain du pauvre,
c'est non, hein, hors de question. Et j'ai d'ailleurs ici avec moi un expert qui pourra donner à l'appui, vous prouver que Paul Seixas n'atteindra jamais le niveau de performance d'un quintuple vainqueur du Tour de France, et même d'un vainqueur de Tour de France. Alors, merci de donner la parole, M. Poker. Alors, je ne vous cache pas que je suis un peu embêté parce qu'effectivement, mon métier, c'est avant tout d'apporter la preuve mathématique, l'évidence, ce qui permettra au jury de condamner. Et là, malheureusement, j'ai envie de vous dire pourquoi. Pourquoi chercher alors qu'elle est devant nous, la faille? Elle est évidente. Merci. Elle éclaire notre lanterne. C'est le passeport de notre ami Paul Seixas, qui malheureusement est né au nord des Pyrénées. Il serait né au Pays Basque, on serait probablement pas en train d'avoir cette discussion. Voilà, il y a est du français. Pays Basque au nord des Pyrénées aussi. Il est français, Pays Basque espagnol. Alors, est-ce que Monsieur l'avocat passe? Voilà, merci. Voilà, il a un seul défaut, ce petit garçon, c'est qu'il est français et que par conséquent, sa carrière, elle s'arrête déjà, monsieur. Et vous voyez comme l'expert, permettez-moi ici d'utiliser un langage de la plèbe, un vocabulaire de la plèbe, en a gros sur la patate. Paul Seixas est français, il n'y a pas moyen qu'il soit Pogačar bis, il faut le comprendre, point barre. Et laissez-moi faire son travail à sa place, hein, puisque donc du coup il s'est autorisé un petit débordement par rapport à ses prérogatives d'expert. Permettez-moi donc de donner quelques chiffres hein, qui suffiront à détruire tous les espoirs d'éclosion d'un rival à Tadej Pogačar. Sur la montée du critérium de Dauphiné à Valmeinier, où le Slovène a mis 4 minutes à votre chouchou national, j'attends votre réponse à ce sujet d'ailleurs, l'écart de niveau de puissance développé entre Pogačar et Paul Seixas était de l'ordre de 12%. C'est abyssal. Surtout si on prend en compte que maintenant, Paul Seixas, c'est plus les jeunes d'avant qui n'avaient pas de préformation, il est quasiment à son apogée. Il n'y a aucun monde où il peut combler 12% d'écart de puissance avec Pogačar dans 2-3 ans. Ça n'existe pas. Il ne sera pas dans cette dimension. Il faut s'y faire. À moins que, et on ne le souhaite pas à Paul Seixas, il fasse connaissance avec la pharmacopée ou qu'il croise Mauro Gianetti au détour d'un autocar sur n'importe quelle course du World Tour. Et allez. Le CV du bonhomme parle pour lui. Si c'est juste possible de ne pas diffamer, maître, voilà, merci. Ces gens nous regardent. Saunier Duval, c'est de la diffamation ? Ok. À supposer et espérer donc que Paul Seixas ne cède à ces sirènes-là, je ne pense honnêtement qu'il ne gagnera jamais le Tour de France. Et tous les spécialistes, les chasseurs de watts comme on les appelle, Frédéric Portolo, Alban Lorenzini, ils sont nombreux, sont assez formels sur ce sujet-là. Il paraît qu'il est en avance sur les standards de Tadej Pogačar. Bah, très bien, mais la référence à son âge s'appelle Remco Evenepoel. Paul Seixas a donc 1 an pour remporter la classique de Saint-Sébastien, les chronos du championnat d'Europe et le Tour de Belgique. Bon courage à lui. Maître Pereira, il faudrait penser à conclure. Oui, maintenant, mais pour le respect des temps de parole après, merci. J'attends donc aussi de le voir, de le battre un jour Evenepoel sur un chrono, puisque c'est censé être une de ses spécialités. Là encore, je pense que on n'est pas prêt d'y assister, vu que le Belge va garder son maillot pour les 15 prochaines années. Bref. Voilà, merci. David. Allez, la conclusion en une phrase, s'il vous plaît. Vous m'avez perturbé là avec vos histoires de timing. Allez, la conclusion. Autant dire qu'il n'y a aucun monde où notre ami Paul Seixas Il n'y croit pas lui-même. gagne un Tour de France. Ça se voit. Et Il a un t-shirt. le cyclisme, t'es en costard. Laissez-le finir. Le cyclisme français a de toute façon trop déçu pour se permettre le luxe de l'enthousiasme, et vous ne m'enlèverez pas cette pensée du crâne. Voilà, merci à tous. Et merci. Un environnement tout à fait hostile et honteux. Voilà. Il faut aussi savoir gérer la longueur de ces plaidoiries. Merci, gérer. Maître Lo, pour la défense de ce cher Paul Seixas. Je vous en prie. Merci, prenez messieurs. place. Je vais prendre sa place. Voilà. Monsieur le Président, chers confrères, mesdames et messieurs les jurés, on va commencer cette plaidoirie dans la joie, la bonne humeur, en vous demandant une participation professionnelle et de joie. Il s'agit aujourd'hui d'un grand jour puisque nous sommes aujourd'hui le 24 septembre et donc pour des raisons légales, je ne peux pas allumer de bougies, mais 3, 4. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Voilà, c'est ce jour béni
que le futur du cyclisme français, que dis-je le futur, le présent même du cyclisme français, est donc né il y a 19 ans tout pile. Maître, ce gâteau est-il réglementaire? Tout à fait, c'est un gâteau aux pommes. C'est un gâteau aux pommes fait par ma compagne. D'accord, très bien. Vous en direz des nouvelles. Très bien. C'est de la corruption là. Bref, non, elle est avocate à la cour. Donc, et puis pour faire les choses en grand, donc Thomas Voeckler a décidé de le sélectionner pour ses mondiaux à Kigali, et puis pas dans n'importe quoi. Le chrono, le relais mixte et la course en ligne. Le tout, il doit aller chercher des grands trucs, quoi. Bon, le chrono, vous allez me dire, le futur Tadej Pogacar, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a doublé Tadej Pogacar? Pas besoin. Lui, non, est-ce qu'il s'est fait doubler? Est-ce qu'il s'est fait doubler comme Tadej Pogacar? Même pas. Il n'y avait pas besoin de ça. Donc il est resté tranquille, aux soins, bref. Alors je suis persuadé, j'étais sûr, avant cette plaidoirie, que vous alliez aborder les différences de watts entre Tadej Pogacar et mon client. Vous étiez sûr donc que j'allais utiliser des arguments concrets? Oui, non, mais parce qu'on ne se base pas sur ça pour prétendre de la grandeur d'un homme. Ah non. Non, voilà. Mais vous vous jetez sur une proie comme Michel Fourniret l'a fait sur... Enfin bref. Je l'ai défendu aussi, Michel. Bon gars. Bon esprit. Ouais, on a quand même en présence d'un homme qui a fait 16e des chronos et qui, pour ses premiers mondiaux de cyclisme, et qui s'est quand même a assumé cette mauvaise performance en disant j'ai pas honoré le maillot, je n'arrivais pas à faire des efforts, j'avais une variation cardiaque de merde. Qui pouvait prétendre à ça? Qui aurait pu prédire? Personne, monsieur le président. Donc, laissons-le tranquille. De plus, nous sommes en présence d'un phénomène. Un phénomène. Du jamais vu en France, et peut-être même dans le monde. Je suis sûr d'ailleurs qu'Armand Duplantis à Tokyo a regardé sa course. Pareil pour Carlos Alcaraz qui préfère regarder les performances de Seychelles que de manger avec Zverev. Pourtant, pas étonnant, personne ne peut se piffrer condamnement. Bref, pour le reste, je laisse l'expert vous donner des chiffres encore plus impressionnants. Tout à fait. Paul Seychelles, à son âge, c'est déjà des références absolument incroyables. Champion de France dans toutes les catégories de jeunes. Premier Français champion du monde junior du chrono. Plus jeune vainqueur Tour de l'Avenir. Plus jeune coureur à entrer dans le top 10 du Dauphiné. On y est. Paul Seychelles, c'est aussi un indice de performance de 73 sur le site spécialisé dont je n'ai jamais entendu parler, What to Win, qui prend en compte tout un tas de data très complexes pour établir cet indicateur. Pogacar au même âge. Eh ben écoutez, il était même pas référencé parce qu'à 20 ans on savait pas qui c'était. Non, je plaisante, 57 contre 73. Et je vous rappelle la phrase de Thomas Voeckler, le sélectionneur des Bleus avant ces mondiaux, on n'a encore jamais eu en France quelqu'un qui présente à son âge de telles données depuis qu'on les mesure. Et pour terminer mon propos, je vous informe qu'une analyse ADN formellement identifié 11% de gènes communs entre Paul Seychelles et Bernard Hinault au niveau des mollets. Et nous avons retrouvé des archives prouvant que le grand-père de Polo portait les mêmes lunettes que Laurent Fignon sur ses 3 victoires ou 2, j'ai déjà oublié, Tour de France 84. Les faits sont là, c'est évident, c'est le grand champion du futur. Vous m'apporterez vos sources, par contre, la prochaine fois, monsieur l'expert, qu'on puisse vérifier tout ça. Monsieur l'expert a raison, toujours raison, monsieur le président. Il faut Oui, être impartial. Bon, faites votre métier. Donc on avait fait longtemps semblant. Avec Thibaut Pinot et Romain Bardet, oh les génies français. Non! Là, on y est, c'est très cadré. D'ailleurs, c'est l'objectif d'AG2R, enfin plus d'AG2R, Décathlon, CMG, machin là, le truc de Marseille, de remporter la grande boucle en 2030. On vous le dit, l'espoir est fou. En plus de ça, tous les meilleurs coureurs du monde veulent venir avec lui, quoi. C'est un peu le Messi du cyclisme. Richie Tello qui vient à Décathlon, on a Olaf Koy qui vient à Décathlon, Tige Benoît qui vient à Décathlon. On va manger Gucci pendant les prochaines années. Et puis la domination de la Jumbo et du AE, de vieux cauchemars. Seychelles président, il ne reste plus qu'à savoir comment on prononce vraiment son nom. Ça, c'était pas mal. Bravo. Merci, vous pouvez rester ici pour l'instant. Merci à tous les deux, je dois dire, pour ces plaidoiries. Il m'appartient maintenant, en qualité de juge, de trancher dans cette affaire. Et je donnerai raison pour cette fois, même s'il a été un peu vindicatif en me disant d'apprendre mon métier à l'avocat de la défense. Oui, moi aussi, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de rêver, j'ai envie de connaître de mon vivant un vainqueur français du Tour de France. Maître Pereira, votre cynisme vous perdra, monsieur. Mais j'ai raison, à chaque fois j'ai raison. C'est ça votre problème. Allez, rendez-vous dans 10 ans. Il n'y a pas possibilité de faire appel de toute façon, donc on va passer maintenant à la suite. Public banane.
Hop là, après cette Oh là là. petite respiration, on a un peu changé les... Eh oui. Bon, on va C'est s'en sortir. Le jeu de la chaise musicale. On enchaîne avec notre série de reportages dans le club de Lyon, La Duchère, que l'on a entamé lors de la dernière émission. Notre collègue Jérémy va suivre donc tout au long de la saison ce gros club amateur dont l'équipe première joue en National 3 pour vous montrer ce qu'est le quotidien d'un club amateur comme ça et les difficultés auxquelles il peut être confronté. Dans le premier numéro, il était question des difficultés financières rencontrées par le club pendant l'été et de la préparation de la nouvelle saison. Dans ce second numéro, on va faire un zoom sur l'engagement social du club dans son quartier, parce que c'est vraiment un aspect très important pour Lyon-La Duchère. On regarde ça. 20 minutes va suivre de l'intérieur durant toute la saison le club de football de Lyon-La Duchère. Fondé en 1964 dans un des quartiers prioritaires les plus emblématiques de l'agglomération lyonnaise, La Duche a flirté avec la 2e division en 1993. Parce qu'en fait, on peut dire que c'est une famille. Le club de La Duchère, c'est une vraie famille, ce qu'on a réussi à construire. Au-delà des résultats de l'équipe première, actuellement en National 3, l'idée est de vous plonger au cœur des nombreux projets sociaux portés par ce club à part. On peut raconter l'histoire du club? Dans ce 2e épisode, on s'intéresse aux nombreux projets socio-éducatifs portés par le club, surtout depuis 2021 avec la nouvelle équipe dirigeante autour du président Jean-Christophe Vincent. Soutien scolaire, découverte de métiers, sensibilisation à l'environnement, les thèmes hors foot portés par la Duche sont variés. Ça a été compliqué de faire adhérer le projet socio-éducatif aux familles dans un premier temps, parce que c'était tout nouveau pour elles. En fait, pour les familles, elles amènent leurs enfants pour faire du foot. Et par le biais de leurs enfants, après une journée passée en stage socio-éducatif, petit à petit, les mamans et les papas ont compris l'importance de ce projet socio-éducatif. Ils se sont dit « Ah, mon enfant ne fait pas que du foot ». Le club, en fait, propose de l'aide aux devoirs, propose de la sensibilisation pour préserver la planète, pour l'environnement, ouvre le champ des possibles à mon enfant. Et les familles ont vu l'importance de ce projet, donc on en est fiers aujourd'hui. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, est venu le mercredi 17 septembre inaugurer la grande nouveauté de l'été au club, l'installation d'une pelouse synthétique au stade Balmont. Elle permet aux différentes équipes féminines d'y effectuer tous leurs entraînements de la saison. L'élu écologiste en a profité pour réaffirmer son soutien aux actions menées par Lyon-La Duchère. Un club de foot, c'est pas que du sport, c'est pas que du sportif. C'est l'apprentissage aussi de la collectivité, c'est l'émancipation individuelle, apprendre à se dépasser, mais apprendre à se dépasser avec des règles, en devant jouer avec les autres. Donc c'est au-delà de la pratique elle-même, c'est quelque chose pour soi et pour le collectif. Mais ici, à Lyon-La Duchère, on voit les valeurs qui sont portées par le club et qui sont traduites concrètement par tout un ensemble d'activités, de projets qui sont menés par le club. Elles vont bien au-delà de ça, puisque le club travaille précisément sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la lutte contre les violences tout court dans le sport, sur la transition écologique, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur l'inclusion avec du sport adapté ici aussi sur ce terrain justement. On a la chance ici à Lyon d'avoir beaucoup de clubs sportifs qui sont très engagés sur des thématiques sociales, sociétales, environnementales. Lyon-La Duchère est assurément à la pointe. Environ 70 projets socio-éducatifs voient le jour chaque année à Lyon-La Duchère, de quoi ravir la grande majorité des 650 licenciés ainsi que leurs familles. C'est bien et ça permet de choisir la bonne chose à faire. Par exemple, les stages et tout, l'année dernière, on avait fait de la boxe. Aussi, on part au PAL, on était parti au PAL. Et on a un stage aussi où ça relie tout le monde. Il y a les garçons et les filles. Il n'y a pas tous les clubs qui font des sorties au parc d'attractions. Il n'y a pas tous les clubs qui proposent d'autres activités que le foot. Il a appris beaucoup de choses. Déjà, il est arrivé à la maison en disant qu'il ne faut pas jeter les déchets par terre. Parce que moi, je ne faisais pas attention à ça. Et lui, aujourd'hui, il fait attention. Il a appris aussi comment se nourrir, manger, la nutrition. Et ça, il l'a appris au stage. C'est ce qui fait la force un peu du club de La Duchère. C'est tout ce qu'il propose à côté des matchs et des entraînements, comme on peut trouver dans n'importe quel club de foot. C'est la partie socio-éducative
et tout ce qui est en lien également avec la transition écologique. Enfin voilà, vraiment est très ancré dans le quartier et il implique beaucoup les habitants. Il y a également des thématiques assez importantes qui sont abordées, comme le harcèlement ou la violence au niveau de l'enfance, hein, avec des associations. J'ai déjà fait des stages des années d'avant où on avait fait du théâtre, et c'est pour nous pousser du coup les filles, nous principalement, à beaucoup plus avoir confiance en nous. Et ça, je trouve que le club, il met un gros point là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont utiles dans la vie de tous les jours, hors foot, qui se passe à la Duchère. La dimension socio-éducative entretenue par le club lyonnais favorise son ancrage total dans ce quartier du 9e arrondissement. Son rôle vient en complément de plusieurs structures voisines, dont le centre social Sauvegarde Duchère. Ça permet aussi de faire s'investir davantage les familles dans le club de foot et de les rendre actrices aussi de ce qui se passe sur le quartier. Donc voilà, ils veillent à ce qu'on ne se marche pas dessus et qu'on ne fasse pas les mêmes choses. Ils proposent aussi des sorties, des temps aussi par an. Donc voilà, ils élargissent vraiment leur domaine, et je trouve que c'est chouette parce que le foot, du coup, ça fait une porte d'entrée supplémentaire à des familles que nous, structures sociales, on n'aurait pas, parce que certains parents n'oseraient pas toquer à la porte de chez nous, parce qu'il y a le mot social chez nous, centre social, donc en fait certains, on sait qu'ils n'y viennent pas. En 2025-2026, les actions socio-éducatives de Lyon-la-Duchère vont encore se multiplier auprès des jeunes licenciés du club autour des 4 piliers auxquels les dirigeants tiennent: la scolarité, la santé, la citoyenneté et l'emploi. Sans oublier la désormais incontournable élection du Conseil des enfants, qui fera l'objet du 3e épisode sur 20 minutes. J'ai dû le faire. C'est juste que là... Ouais. Merci Jérémy pour ce reportage avec le maire de Lyon en guest quand même. Et merci encore aux dirigeants de la Duchère de nous ouvrir leurs portes comme ça, c'est super intéressant. La suite au prochain épisode est sans transition, il est l'heure pour nous d'ouvrir les archives. Et oui, c'est notre traditionnel quiz vintage en l'honneur de Samuel Umtiti. On reste à Lyon. On reste à Lyon, qui a annoncé sa retraite officielle. Casse la démarche. Eh oui, quelqu'un veut s'y essayer à casser la démarche ou... Non, on a le même genou que Samuel. C'est pas... On va donc faire un quiz. On a la photo derrière, regardez ça. Oh oui, les émotions. Quel moment, les émotions. On y était, Nico. On va se faire un petit quiz sur l'histoire des Lyonnais en équipe de France. Et un quiz en style mort subite. Oh, je vais encore être injouable. Mort subite, c'est-à-dire que le principe est très simple. Il faut me donner des joueurs qui ont été en équipe de France et à l'OL. Pas forcément quand ils étaient sous les couleurs de l'OL. J'entends bien. Très bien. Donc le premier, je vous laisse à chaque fois 5 secondes de réflexion. Évidemment. Le premier qui n'a pas réussi, par contre, sera éliminé. Et puis voilà, le dernier qui reste en lice a gagné. Vous êtes prêts ? Oui. Ouais. J'ai toute une liste de joueurs, il y en a 90, je crois. Donc il y a le temps de voir venir. On commence avec Antoine. Grégory Coupet. C'est oui. Govou. Sidney Govou. François Clair. Anthony Réveillère. Déjà en difficulté. En fait, c'est vraiment la pression, ouais. C'est terrible. Toutes les caméras sont braquées sur toi, William. Mais Abidal. Bien sûr. Ben Arfa. Et Hugo Lloris. La Toule. La Toule à Lens. Benzema. Umtiti en a droit ou pas non, il est pas dedans, je l'avais pas mis, mais... Vérel. Tout à fait, Tony Vérel. Oui. À thème. William. Il a déjà été dit, je te laisse une autre chance. J'étais pas du tout désolé. Il n'y en a plus que 79. Est-ce qu'on n'éliminerait pas William, du coup ? 5, 4, 3, 2... C'est terrible. 1. C'est terrible. Mais c'est la pression, j'y arrive Julien. pas. Loïc Rémy. Lacazette. Bah oui, putain. Lacazette. Nabil Fekir. Tolisso. Florent Malouda. Oui. Boomsong. Oui. Allez, le one-to-one. Skilacci. la charnière. Qui c'est qu'il y a eu d'autres ? Dorasso. Oui. Eric Carrière.
Moi j'attends que tu me donnes un joueur et je cherche le mec qui joue avec lui. T'as dit Eric Carrière. Je viens de dire Eric Carrière. 4. Attends. 3, Non, Pierre Lègle. Oui, Si, oui. Si. Non, mais est-ce qu'il a une sélection? Oui, il a une sélection. Quand même. Peggy Louindoula. Oui. Loïc Rémy. C'est déjà donné. Déjà dit, je te laisse une autre chance. C'est déjà donné. Philippe Violo. Non, non, Philippe Violo, ça va pas. Une victoire sans appel. Steve Malbranc. Victoire de Malbranc, non. Non, Malbranc, il n'y en a pas. Non, mais il y avait du Bradley Barcola. Valbuena, du Vertou, du Wiltord, du Alou Diarra. Il y avait du beau monde. On avait des caisses. Victoire de Julien. En même temps, magnifique. c'est un quiz. Et attends, bon, on va passer directement à la dernière partie parce que bon, il nous reste pas beaucoup de temps. Alors on y va. Dernière partie de l'émission tout de suite. Et bravo Julien. On s'est fait dépasser par le temps. Le baromètre du foot français, messieurs. Comme chaque fin d'émission, on a créé cette petite échelle pour nous donner un peu l'état du foot français cette semaine. On l'a appelé l'échelle du ridicule. Ça va de 0 à 10. Vous avez remarqué que j'ai enlevé John? C'est très bien. Et j'ai mis Joseph à la place. C'est très belle actualisation. Et Vincent juste pour le plaisir. Oui. La petite touche. Et Ousmane avec le ballon d'or. Il était déjà, mais Et Vincent Labrune qui est en train de se faire guillotiner. Oui. Et donc, quand on est à 0, tout va bien. Quand on est à 10, c'est n'importe quoi. Moi, cette semaine, j'ai mis 2. On va le voir bientôt. J'ai mis 2. Ouais, j'étais tout en bas avec le ballon d'or et tout, évidemment. C'est quand même pas tous les jours qu'on a un ballon d'or. Et en même temps, ce petit report au MPSG, toutes les tractations, le Classico qui est le match au sommet, quoi qu'on en dise, de la saison qui se déroule au même moment que le ballon d'or, parce que c'est un peu gâché la fête. C'est surtout le fait de... T'as l'impression que le foot français n'arrive jamais à parler d'une seule voix, quoi qu'il arrive, même quand il y a un événement heureux, on arrive quand même à se mettre des bâtons dans les roues un petit peu, donc c'est pour ça que j'ai mis 2 cette semaine, mais vous allez me dire ce que vous auriez mis, vous, les gars. Moi j'aurais mis... Honnêtement, on a la même chose, pareil. C'est pas... Enfin, en vrai, c'était anecdotique. L'OM défendait ses intérêts, le PSG aussi, il a plu beaucoup, bref. Et puis le ballon d'or, quoi. Bravo Ousmane. J'aurais mis 2 après d'autres arguments sur Monaco qui est ridicule en Ligue des Champions, comme d'habitude. Les problèmes aussi avec les supporters. Strasbourg qui fait une saison de fou et qui trouve le moyen de se saborder avec ses propres supporters. Ils ont gagné quand même ce week-end. Oui, mais il y a des conflits avec ses supporters. Pareil avec la gestion des supporters lensois au parc. Voilà. Mais le ballon d'or, les résultats du PSG priment. Même Marseille qui fait un gros match en Ligue des Champions. Voilà, c'est quand même un bon indicateur. Julien, je te laisse 40 secondes. Alors moi je fais 0, semaine parfaite, parce que ce report du Classico finalement, il n'a pas eu d'incidence sur le ballon d'or, parce que de toute façon Ousmane jouait pas, bon ça tombait bien vous me direz. Surtout le PSG a perdu, ce qui donne un semblant de suspense à la Ligue 1. Et enfin, comme c'était en même temps que le Ballon d'Or, on a pu ascoltiner la joie des Marseillais partout, puisqu'on n'avait rien à foutre. Je dirais que pour moi, c'est un 4 à la suite. Voilà, donc meilleure note possible pour cette semaine. C'est bien, c'est pas aigri ça comme petite note finale. C'est parfait, c'est parfait. Il réussit à être aigri. C'est fabuleux, c'est qu'il réussit à être aigri, mais tout en étant positif. Ça, c'est vrai, une vraie performance. C'est la touche, Julien. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs, d'avoir été là pour participer. Merci aux réalisateurs qui nous ont bien aidés en régie pour cette émission. Et puis merci à vous, bien sûr, de l'avoir suivi. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain numéro. Salut tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao.